nouvelle session qui s'intitule « La pénurie de talents cyber et si on élargissait le profil idéal ». C'est un sujet dont on parle beaucoup et à juste titre, la pénurie de talents dans la cybersécurité. Pourtant, la réponse se trouve peut-être sous nos yeux, dans la diversité des parcours et la richesse des profils qu'on n'explore pas encore assez, pour ma part, je trouve. Et si, pour relever ce défi, on osait ouvrir le champ des possibles, en intégrant des personnes en reconversion, des profils neuroatypiques ou encore des talents issus de milieux sous-représentés dans la tech. Cette table ronde mettra en lumière des approches concrètes pour attirer, former et inclure autrement et construire une cybersécurité plus humaine, accessible et surtout performante. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Emma Collio qui va animer cette session, ambassadrice du CF6, Raphaël Goriot, Lead Cyber à la RATP, et enfin Miley Stubb, membre du COMEX de Numéum. Très bel échange. Vous pouvez prévoir dès à présent et tout au long de l'échange quelques questions. Il y aura une session de Q&A à la fin de cette session. Merci beaucoup. Ça marche? Oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue à cette table ronde intitulée Pénurie de talents cyber et si on élargissait le profil idéal. Donc, je suis Emma Collio, je suis manager en cybersécurité et je suis également ambassadrice du CF6. Et avant tout, j'aimerais prendre quelques instants pour pouvoir vous parler du CF6. Donc, qu'est-ce que c'est le CF6? C'est le Cercle des femmes dans la cybersécurité. C'est une association qui a pour objectif de promouvoir les femmes dans la cybersécurité et plus spécifiquement à des postes de dirigeance. Comment on fait ça? Concrètement, ça se matérialise par 4 missions. Ça peut être valoriser les profils et les compétences des femmes. Ça peut être également organiser ou participer à des événements comme aujourd'hui, des conférences ou des tables rondes en France et à l'international. Et enfin, sensibiliser les entreprises et les partenaires, notamment sur le recrutement de profils plus féminins, pour notamment contribuer à la parité. Et puis enfin, il y a un dernier volet du CF6 qui existe et qui n'est pas très connu, c'est la sensibilisation des jeunes talents. C'est la sensibilisation notamment au bon usage du numérique et à la protection des données. Je vais faire une petite transition. Pourquoi le CF6? Le CF6 aujourd'hui, il contribue à promouvoir les femmes dans la cybersécurité, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a seulement 11% des femmes qui ont un poste dans la cybersécurité. Et on a 3,5 millions de postes dans le monde à pourvoir en cybersécurité. Donc ça fait beaucoup. Et on parle beaucoup de pénurie de talents cyber et on en parlera encore davantage. Donc je vous remercie d'être tous présents aujourd'hui pour parler de ce sujet. Et notamment, on va du coup réfléchir ensemble à des leviers d'inclusion et de diversité pour lutter contre la pénurie des talents cyber. On sait notamment que la cybersécurité aujourd'hui traverse une période difficile. On a l'essor de nouvelles technologies telles que l'IA, les chatbots. Il y a des choses qui changent, le monde évolue et le monde est en perpétuelle évolution. Notamment, on constate que malgré tous ces changements, les bases manquent. C'est-à-dire que les principes, les fameuses golden rules qui sont déployées chez nos clients ou au sein de nos organisations ne sont plus présentes, ne sont pas présentes. Et il est nécessaire de continuer à contribuer à la cybersécurité. Les besoins des organisations explosent et on fait vraiment face à une crise des talents avec à la fois des difficultés de recrutement, des profils qui ne sont pas disponibles ou alors on va chercher à avoir des profils qui sont très rares avec des spécificités techniques qui ne sont pas forcément disponibles et donc il y a des tensions sur certaines expertises. On considère que la réponse ne réside pas seulement dans la formation classique ou la chasse au profil, mais vraiment dans une manière de repenser à la fois les parcours et les personnes, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc la question qui se pose, c'est et si la solution à la crise des talents cyber passait avant tout par l'inclusion? Donc on a parmi nous deux panélistes aujourd'hui que je suis ravie d'accueillir. Je vais d'abord vous parler de Raphaël. Raphaël Goriot, vous êtes issu d'un parcours d'ingénieur en réseau. Vous avez progressivement acquis des compétences en cybersécurité lors de votre carrière, notamment par le biais de formation et de certification. Vous êtes parti pendant 15 ans au Canada, où vous avez eu un parcours très enrichissant. Notamment, vous avez commencé au sein d'un cabinet d'avocats et puis vous êtes ensuite parti à l'université de Toronto pour travailler plutôt dans la recherche. Et puis vous êtes revenu depuis peu à Paris et vous occupez
occupé un poste de lead cyber au sein de la RATP, qui est aujourd'hui d'ailleurs un grand acteur des transports et où la cybersécurité est considérée comme étant critique et peu visible du grand public malheureusement cette cybersécurité. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur ce que c'était d'être une femme dans la cybersécurité au Canada, donc à l'international, dans un environnement qui n'est du coup pas français? Ça fonctionne? Oui. Alors merci Emma pour l'introduction. Je dois dire, donc, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire cette table ronde, c'est parce que c'est un sujet qui m'est cher. J'ai eu la chance de travailler dans des équipes qui étaient extrêmement diverses. Et je pense que la diversité, ça passe vraiment par de l'intention, être intentionnel dans ses choix d'embauche. Et je pense vraiment que ça apporte une richesse au sein d'une équipe d'avoir des profils. Et quand on parle de diversité, ça passe par avoir des pays d'origine qui sont différents, avoir des gens différents, avoir des parcours professionnels différents. Ça passe vraiment par un très très grand nombre de critères. Sachant qu'à Toronto, c'est une ville où 90% de la population n'est pas née au Canada. C'est vraiment, voilà, tout le monde vient de quelque part. Donc au sein des équipes femmes, je me suis toujours sentie à l'aise. Encore une fois, parce que j'ai eu la chance de travailler pour des employeurs pour lesquels l'inclusion et la diversité étaient une thématique qui leur tenait à cœur. Donc personnellement, en tant que femme, ça a toujours plutôt été relativement, on va dire, confortable. En tout cas, pas trop un sujet. Et voilà, donc en quelques mots, Emma, je ne sais pas si ça répond à... Oui, bien sûr, merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant de savoir que la diversité, la richesse culturelle vient également contribuer à l'amélioration et à la résilience de la cybersécurité. Donc merci Raphaël. Je vais également introduire Maëlys Taube. Vous êtes issue d'un parcours en marketing et vous êtes fondatrice d'une entreprise de création de logiciels cyber. C'est d'ailleurs votre parcours en marketing, et c'est vous qui le dites, et l'exploitation des données en volume qui vous a poussé à produire des logiciels. Vous êtes également membre du COMEX de Numéum, qui est la première organisation professionnelle du numérique, et notamment au sein de Numéum, vous êtes la présidente de Nova Intech, qui a pour vocation de promouvoir les profils féminins dans le monde de la cyber. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur Numéum et Nova Intech, s'il vous plaît? Je vais même dire un petit mot sur Gaëlle Picard-Abésis, que je vous conseille d'aller checker sur LinkedIn, qui vient de sortir un livre qui a été coécrit par 20 personnes, qui s'appelle Cœur d'intelligence. Donc suivez Gaëlle, qui est une de nos experts IA en France et cyber. Elle est malade aujourd'hui, donc je la remplace, mais avec grande humilité. Donc Numéum, vous connaissez peut-être le syndicat patronal précédemment sous le nom de Syntec Numérique. Et donc le nouveau nom c'est Numéum, c'est donc une jeune marque pour un syndicat qui a presque 50 ans. En gros c'est le MEDEF du numérique. Et pour la première fois, c'est une présidente, une femme qui est à la tête de ce syndicat. C'est un syndicat qui a 2500 entreprises adhérentes, quasiment tous les éditeurs de logiciels et quasiment toutes les ESN. Ça pèse 85% du chiffre d'affaires du numérique en France. Et donc au sein de ce syndicat patronal, nous avons évidemment plusieurs commissions, groupes de travail. Et parmi ces commissions et groupes de travail, moi je m'occupe en particulier de Nova Intech. Nova Intech, qui est donc l'entité qui s'occupe, mais je vais dire qui se bat pour la féminisation des métiers du numérique. Et oui, parce qu'en France, malheureusement, ça reste encore un combat et ça est loin d'être une évidence. 15% de nos métiers en France sont occupés par des femmes. Et je dois dire que c'est assez malheureux et voire scandaleux d'observer que la France est un des pays les plus en retard du monde. Donc historiquement, l'Europe est en retard sur la féminisation. Je vous donne un exemple. En Tunisie, 56% des ingénieurs sont des femmes. En France, dans nos écoles, c'est catastrophique. Le nombre de filles est en train de baisser dans nos écoles d'ingénieurs. On parlera à la fin de ce panel des initiatives, même d'ampleur là, qui sont lancées, qui fonctionnent, mais c'est vrai que c'est assez long.
Nova InTech, nous, on a pris le parti d'être très complémentaire avec ce qui se fait, par exemple, avec le Sepsis. Et donc, on a 4 actions très B2B. La première action, et on va en parler assez longuement sur ce panel, c'est inciter, encourager les entreprises à recruter des femmes en reconversion. Et là encore, en France, il y a un peu plus de boulot qu'ailleurs, malheureusement. Mais voilà, se casser un peu les stéréotypes autour de la reconversion, on va en parler, je pense. Ça, c'est la première action. La deuxième action, on pousse les entreprises. Les Sepsis, les organismes de formation, etc., accompagnent les femmes qui veulent se reconvertir. Nous, on pousse les entreprises à recruter. La deuxième action, c'est le fameux levier des rôles modèles. On dit que pour inspirer les jeunes filles dans les écoles, il faut mettre en avant les femmes qui réussissent dans la tech. Et donc, nous accompagnons plusieurs fois par an des délégations de femmes fondatrices et dirigeantes de la tech dans des salons internationaux. Donc là, la semaine prochaine, on est au Web Summit à Lisbonne. C'est la 3e édition que l'on fait. Au mois d'avril, on sera au GITEX Africa à Marrakech. Troisième action, et celle-là, je vous assure, c'est un vrai combat. C'est faire en sorte que, messieurs, vous vous sentiez concernés par cette mixité et cet enjeu de féminisation. L'IA générative que vous utilisez certainement tous, vous le savez aussi sûrement, est bourré de stéréotypes. Pourquoi? Parce qu'il y a là encore moins de 15% de femmes qui travaillent sur les algorithmes, sur les données en entrée. Et c'est assez catastrophique pour nous tous, hommes et femmes, parce que je pense que très peu de gens, il y en a un petit peu, malheureusement il y a une minorité, mais très peu d'entre nous veulent évoluer dans un monde pour nous aujourd'hui, pour nos enfants demain et nos petits-enfants, qui soient beaucoup trop en mode virilité, parce que c'est ça qui se passe. Donc, assurer que les hommes s'emparent de ce sujet, je vous assure que c'est un boulot. Là, on va faire un événement le 26 novembre prochain, en lien avec la loi RICS, qui est cette loi qui a été promulguée il y a quelques années pour que dans les comités exécutifs, il y ait 40% de femmes. Donc les entreprises ont 8 ans pour s'organiser. Il y a une première échéance mars 2026 où il faut 30% de femmes. Faire intervenir des dirigeants hommes, c'est pas trop un problème, vous verrez sur ce panel du 26 novembre, mais en revanche, faire en sorte qu'il y ait des participants hommes qui viennent à cet événement, actuellement sur la liste d'inscription, il n'y en a que 15%. Donc, messieurs, s'il vous plaît, vous qui êtes là nombreux dans cette assemblée, merci déjà, merci. Et merci de prendre conscience que non seulement il faut peut-être aussi sortir de sa zone de confort, mais inciter vos pairs à participer à ce genre d'événement parce que c'est crucial. Vous êtes une majorité dans le numérique. S'il n'y a que la minorité de tous les collaborateurs du numérique qui s'occupent de la féminisation, on va encore mettre au moins une génération. Et puis la dernière action, c'est celle d'identifier des femmes expertes pour qu'elles soient enfin mises sur le devant de la scène, comme aujourd'hui. Voilà pour Nova InTech. Merci beaucoup Maëlys. En effet, des contributions très enrichissantes et une nécessité aujourd'hui, puisque l'inclusion, la parité, et quand je parle d'inclusion au sens large, pas seulement d'inclusion des femmes, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de nous tous ici présents aujourd'hui. Et donc, je vais vous inviter à la réflexion sur 3 axes. Notamment, c'est autour de ça qu'on va travailler, entre guillemets, et échanger. Le premier axe, c'est quels sont les enjeux et les constats aujourd'hui autour de cette crise de talent cyber. Quelle est la cause de ce problème? On va également découvrir par des témoignages des initiatives concrètes d'inclusion et de reconversion. Et enfin, ouvrir la discussion sur comment on peut construire, nous tous, ensemble, collectivement, une société cyber plus inclusive et donc plus résiliente. Donc je vous propose, comme première question que je vous adresse à vous, Raphaël, la pénurie de talent est devenue un sujet systémique et selon vous, quels sont les principaux freins actuels à l'attraction et à la rétention des talents et comment l'inclusion peut-elle devenir un levier plutôt qu'un frein ou un simple mot-clé? C'est une longue question. Oui.
Ok, alors d'abord un constat qu'on peut faire en effet, vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, c'est qu'il y a un grand nombre de postes qui sont à l'heure actuelle ouverts en cybersécurité qui ne sont pas pourvus. Et ça c'est vraiment une problématique à l'échelle mondiale et spécifiquement puisqu'on parle ici de la France, il y a autour de 60 000 postes à l'heure actuelle qui ne sont pas pourvus. Donc premier constat. Alors pourquoi je pense qu'il y a probablement plusieurs causes à ça. C'est peut-être que déjà nous, dans nos offres d'emploi, on est peut-être parfois un petit peu exigeants. Peut-être qu'on cherche quelquefois le mouton à 5 pattes, comme on dit, et qu'il faut être un petit peu plus ouvert en termes de parcours professionnel, en termes d'expérience, être ouvert au fait de former finalement les personnes de nos équipes. Donc ça peut être vraiment un premier axe, je dirais. Donc ça part d'une volonté de l'employeur de former ses ressources, d'offrir de la formation. Ça c'est extrêmement important, surtout dans un secteur comme la cybersécurité, qui est quand même un secteur d'expertise. Après, en termes de peut-être pourquoi il n'y a pas tant de postulants, j'en parlais l'autre jour avec un collègue et il avait une explication, j'ai trouvé assez intéressante. Il me disait, en fait Raphaël, je pense que, en tout cas vu ma fenêtre, la cyber c'est vraiment un métier d'expertise. C'est vraiment de pointe. Moi je vous imagine encore avec votre outil à capuche en train de coder dans votre sous-sol. Et j'ai trouvé ça intéressant. Probablement ça peut expliquer cette perspective de la cyber, c'est un métier d'expertise. Alors c'est vrai qu'en cyber on va avoir du forensics, de la gestion d'incidents, il y a des aspects vraiment très de spécialisation, mais en même temps c'est aussi un domaine qui est très large. Donc en cyber on peut toucher à de la gouvernance, on peut toucher à la gestion de risque, à la sensibilisation en cybersécurité. C'est un petit peu moins technique que si on va faire une investigation du reverse engineering de malware par exemple. Donc je pense, pour adresser cette problématique-là, ce serait notamment de sensibiliser nos jeunes. C'est ce que fait notamment le campus cyber, si vous connaissez, qui est à la Défense, qui a un certain nombre d'initiatives autour de la cybersécurité et qui sensibilise les jeunes, notamment au collège, au lycée, pour dire que la cyber, ça nous touche tous et qu'il y a une diversité de métiers au sein même de la cybersécurité. C'est en effet réel, hein. Il y a une diversité de profils et je pense, Maëlys, vous avez quelque chose à dire à ce sujet sur la diversité et la richesse de cette diversité. Je vous laisse la parole. Alors, il faut savoir qu'il y a 25% des postes ouverts en cybersécurité en France qui ne sont pas pourvus. Et 25%, ça équivaut à 15 000. Donc tous les ans, il y a 15 000 postes en cyber en France qui ne sont pas pourvus. Et donc effectivement, ce sujet du recrutement par l'inclusion, c'est pas juste un sujet RH, c'est un sujet de compétence, c'est un sujet de résilience, notamment parce que plus il y a de diversité de profils au sein d'une équipe cyber, plus la sécurité sera robuste. Si dans l'équipe, ce ne sont que des clones, que des personnes qui se ressemblent avec un parcours assez identique, et ben on va passer à côté de signaux. Je pense que tu rappelles, tu affirmes ça. Donc en fait, les freins, ils sont à la fois culturels et organisationnels. Si vous voulez, si vous avez des questions à la fin de ce panel, je pourrais vous citer les quelques écoles qui aujourd'hui forment des personnes à la reconversion. Mais la plus connue d'entre elles, c'est Simplon.co, qui notamment a un partenariat avec Microsoft pour former 10 000 personnes sur les métiers de la cybersécurité en reconversion. Et en plus de ça, ils ont un programme particulier pour les femmes qui s'appelle Cyberwoman. Donc si vous êtes concerné de près ou peut-être indirectement, allez vous renseigner. Mais effectivement, il faut a priori casser ce mythe du profil idéal, jeune homme, blanc, à capuche, derrière son ordinateur. Parce que, certes, il y a des métiers techniques, mais là encore, il y a des formations qui peuvent effectuer le rattrapage technique.
Notamment, je pense à des personnes issues, par exemple, de la traduction. Ce sont des métiers qui sont en train de disparaître, vous êtes bien d'accord. La lecture du langage, ces personnes-là sont hyper aptes et même ont des compétences hyper intéressantes que n'ont pas certains développeurs. Voilà, donc il faut aller chercher sur des profils qui semblent atypiques, mais en fait qui deviennent très rapidement une très grande richesse. Finalement, on y vient, on commence à parler d'atypicité et on commence à parler de résilience. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est la capacité à faire de la cyber une thématique peu résiliente au travers de la diversité des profils. Et donc, je vais vous proposer qu'on prenne un petit moment pour échanger sur un témoignage, des témoignages d'ailleurs, de success story autour de la reconversion professionnelle, des gens qui n'étaient pas du tout initialement dans la cybersécurité et qui, un jour, du jour au lendemain, ont tout lâché et ont décidé de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau, qui sort de leur scope, ou peut-être de quelque chose qui était très proche de leur scope initial, mais pour progressivement travailler dans la cyber et se rendre compte que tout est possible. C'est pas parce qu'on n'est pas expert, c'est pas parce qu'on n'est pas ingénieur qu'on ne peut pas faire de cybersécurité. Et je vais laisser Raphaël commencer. Alors, j'ai pas mal de success stories, mais j'en partageais une. Il y a quelques années, je travaillais à Toronto pour un cabinet d'avocats, le plus gros cabinet au Canada qui s'appelle BLG. Donc, pour vous donner une petite idée, BLG c'est 2000 employés, 700 avocats, 5 bureaux partout au Canada, donc quand même assez grosse structure. Et puis, on était 2 experts en sécurité. Un sur la côte ouest, qui était à Vancouver, et moi-même à Toronto. Donc, on avait une masse de travail à faire. Masse de travail, il m'aurait fallu une ressource supplémentaire, mais en même temps, pas de budget. Et puis, il y avait une ressource au helpdesk qui s'appelait Erika. Erika était extrêmement intéressée à apprendre les métiers de la cybersécurité et il se trouvait qu'Erika avait un peu de temps à allouer. Donc on a discuté avec son manager et son manager était partant pour qu'Erika vienne une partie de son temps dans notre équipe et qu'on puisse commencer à former Erika, que ce soit gagnant-gagnant. En même temps, Erika nous aide et qu'on travaille ensemble sur des sujets cyber. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Les mois ont passé. Erika, peu à peu, a pris en main certains sujets de cybersécurité. Et le jour où je suis partie, finalement, l'occasion s'est présentée, parce qu'il y avait un poste ouvert. Et par la suite, finalement, Erika a pu pleinement intégrer l'équipe de cybersécurité. Et je crois qu'à ce jour, elle est encore au poste. Mais voilà, donc c'est un exemple de reconversion qui fonctionne et je crois vraiment à ces mouvements à l'interne des entreprises parce que finalement, quand on a des employés qui connaissent les process, des employés qui connaissent les systèmes d'information, qui connaissent l'entreprise, c'est vraiment une opportunité pour l'employeur d'amener ces personnes-là sur d'autres postes et à évoluer dans ce contexte-là en cybersécurité. Donc finalement, vous dites que l'employeur est tout aussi un levier de reconversion professionnelle que simplement la volonté humaine. Absolument. Et là, on voit que c'est vraiment gagnant-gagnant. En tout cas, c'est une très belle histoire que nous avons là. Et du coup, je vais laisser Maëlys nous parler également d'une success story à nous partager. Alors, lors d'une soirée au sein d'une entreprise qui a recruté une femme en reconversion, j'ai eu l'honneur de croiser une femme qui s'appelle Sarah, qui a une quarantaine d'années et qui a été en situation de divorce et qui était infirmière de nuit. Et donc sa nouvelle situation personnelle ne lui permettait pas de garder son métier qu'elle adorait par ailleurs, mais elle ne pouvait pas assumer la garde de ses enfants en alternance avec un métier de nuit. Donc elle a décidé de chercher une reconversion possible et en croisant le chemin d'une école qui s'appelle Garia Cybersécurité School, elle s'est dit bah oui, je veux travailler dans la cybersécurité. Alors je vais vous dire un peu, on va aller sur ce qui a été intéressant chez elle. Je vais vous lire mes petites notes, hein, désolé. Hop.
Donc elle avait une pratique quotidienne du respect du protocole, de la confidentialité. Et ces qualités qui sont justement orientées qualité et conformité ont été essentielles. Et donc elle a suivi un programme pour être cybersécurité et gouvernance. Ça a duré une dizaine de mois avec plusieurs modules, c'est vrai, assez techniques sur la gestion de risques, sur le RGPD, cette réglementation européenne sur la protection de la donnée personnelle, sur des normes ISO. Elle a dû apprendre ce qu'étaient des audits de sécurité applicative, les basiques. Qu'est-ce que c'était des tests méthodologiques en Q&A, des projets pratiques sur revue de sécurité sur un logiciel médical. Elle-même venant du corps médical, elle était quand même assez finalement familière, mais de l'autre côté de la route. Et donc, elle a pu bénéficier d'un accompagnement et d'être en alternance sous cette formation. Et donc aujourd'hui, je l'ai rencontrée moi 3 ans après. Elle a augmenté au niveau de salaire, donc ça c'était quand même aussi très important pour elle. Et elle a un confort de vie professionnel et personnel. Voilà, en entendant son témoignage, c'était assez émouvant. Des témoignages comme ça, vous pouvez en retrouver beaucoup. Il y a un podcast qui est édité par Numéum qui s'appelle « Je choisis le numérique ». Et là, vous en avez énormément. Alors, pas que sur les métiers de la cyber, sur les métiers de la data, sur les métiers de l'IA. Mais voilà, c'est très intéressant de comprendre comment, avec des qualités qui peuvent être tout à fait transposables sur ces métiers dits techniques, c'est possible. Oui, avec une remise à niveau, c'est certain. Mais à partir du moment où, comme qualité principale, on a celle de la curiosité, c'est presque gagné, parce que ce sont des métiers, je pense que tu vas pouvoir le confirmer, où il faut tout le temps se former en fait finalement. Donc si on n'est pas curieux, ça pose peut-être un problème. J'aime cette idée, de la curiosité, je pense en effet c'est un élément qui est extrêmement important. Voilà, et donc si vous avez des questions, je peux vous citer des noms d'écoles, des noms de formation, des métiers également qui sont favorables à la reconversion. Merci beaucoup Maëlys. Donc comme quoi, avec cette success story, on constate que la connaissance de la criticité de l'environnement, qui est l'environnement médical, lui a permis de se reconvertir, et également cette volonté de se former sur une nouvelle thématique, notamment en raison d'un contexte personnel. Finalement, le contexte personnel peut être aussi un vecteur de reconversion, et c'est une très belle success story que vous nous partagez là. On a encore quelques petites pistes à discuter ensemble. Que pensez-vous qu'il soit possible de mettre en œuvre pour favoriser l'inclusion au sein des organisations? Et pensez-vous aujourd'hui que les politiques d'inclusion et de diversité puissent être suffisantes à pousser les entreprises à jouer le jeu? Et cette question, elle est pour vous, Maëlys. Alors, je vous disais en introduction qu'en France, on n'a pas encore cette culture de recruter des personnes en reconversion, issus de marchés différents, issus de formations totalement différentes. Je peux vous dire qu'en Allemagne, par exemple, donc pays proche de chez nous, c'est complètement intégré et depuis des décennies. Au UK, on va être pragmatique. En fait, on va s'en moquer quelque part du parcours et du diplôme. À partir du moment où la personne a le potentiel, a les compétences, elle sera recrutée. Aux États-Unis, c'est même, en fait, si on n'a pas eu plusieurs vies, c'est même pas normal, en fait. Donc, il y a ce premier aspect-là. Donc, en fait, c'est aussi un effort à tous là, pour changer de mindset. Mais c'est sûr que recruter sur les compétences, ça demande de recruter autrement. Donc, ça demande de ne pas recruter uniquement sur un CV, typiquement, classiquement, ce qu'on fait encore, je crois, en majorité. Mais c'est plutôt recruter avec des tests pratiques, pas des tests pièges bien entendu, de la validation des acquis. Il y a aussi les bootcamps qui sont très pertinents, très efficaces. Il faut bien entendu, et donc ça c'est plus vis-à-vis des autorités, et un syndicat comme le nôtre pousse ça. Nous avons notamment un programme qui existe depuis 7 ans avec France Travail, qui s'appelle Numérique Emploi,
Donc vraiment pour accompagner les demandeurs d'emploi sur des formations pour aller se reconvertir dans des métiers du numérique. Moi je crois bien sûr que si on met un objectif de mixité, si on se met un objectif de quota pour embaucher des femmes, c'est là où on va être aussi plus créatif dans nos recrutements, plus ouvert, mais aussi plus rigoureux. C'est pas parce qu'on va recruter autrement qu'on va recruter moins bien. Bien au contraire, on va se reposer des bonnes questions, surtout sur des métiers en tension comme ceux-là. Il faut absolument faire cet effort-là. Puis, je dirais que si vous voulez vous renseigner sur ces métiers de la cyber, vous pouvez aller sur le site Secnum Edu, qui a labellisé aujourd'hui 80 métiers. Il y a 3 ans, il n'y en avait que 60. Donc, vous voyez, il y en a une vingtaine de plus en plus. Et malheureusement, les cohortes de ces personnes en reconversion sont encore trop faibles. Mais il faut pousser. Donc, chacun de vos côtés, pour pousser les personnes, les organismes et surtout vos entreprises, si vous êtes recruteur, pensez à pousser-les à recruter différemment parce que, alors moi-même, j'ai recruté dans mes différentes sociétés. Je pense que j'ai pu recruter une petite cinquantaine de personnes en reconversion. Donc pas que sur les métiers de la cyber, mais surtout sur les métiers dev, Q&A aussi. Et je peux vous assurer que, en fait, pour moi, ça a été la meilleure décision de chef d'entreprise que j'ai prise. C'était de faire le pari d'installer un établissement à Boulogne-sur-Mer et recruter des personnes issues de l'école Saint-Claude. Les gens me regardaient bizarrement. Moi, je trouvais ça bizarre que tout le monde ne fasse pas comme moi. Parce que finalement, moi-même, je suis une chef d'entreprise en reconversion puisque j'étais dans le marketing avant. Mais pour moi, ça m'a toujours semblé une évidence. Mais j'ai bien l'impression que ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. En effet, je pense que recruter de nouveaux profils avec de nouveaux critères, et vous en parliez tout à l'heure, Raphaël, sur la diversité des profils, la diversité des formations. Est-ce que vous voulez ajouter un mot sur ces vecteurs et ces leviers qu'on peut mettre en place demain pour vraiment favoriser cette inclusion et cette diversité? Oui, alors je pense en effet que, comme on l'a dit, ça passe par des politiques au sein des organisations. Pour donner un exemple, aussi côté RATP, pour le coup, il y a eu un certain nombre d'initiatives et d'engagements de la part de la direction, notamment pour avoir de la parité homme-femme. Et on a vu les résultats, des résultats très très positifs avec un index à l'heure actuelle qui est de 9500. Parité, au COMEX, 30% de femmes à l'heure actuelle, 70 pour les hommes. Un engagement vis-à-vis d'amener plus de femmes dans les postes de management notamment. Donc je pense que ces initiatives-là, d'un point de vue politique, organisationnel, sont extrêmement importantes. C'est pas suffisant. Je pense que ça demande aussi l'engagement à l'échelle individuelle de nous leaders qui recrutons. Et donc aussi une prise de conscience que par la diversité, on a des équipes qui sont extrêmement riches et c'est cette richesse-là qui fait que nos équipes aussi sont performantes. Donc il y a une réelle aussi valeur à avoir une diversité. Encore une fois, diversité qui passe par plein de critères différents, diversité en termes d'âge, on n'en parle pas tant que ça, diversité en termes de... comme on disait précédemment, mais aussi en termes de pays d'origine, en termes de parcours professionnel. Donc c'est vraiment penser à cette diversité-là de façon un peu plus holistique que seulement en termes de c'est homme-femme. Voilà, c'est un petit peu plus diversifié. En termes de politique, pour continuer, on a eu notamment en 2022 la Pride RATP qui a été formée. Et suite à ça, voilà, tout plein de mouvements lutte anti-discrimination qui ont été mis en place, avec des événements de sensibilisation au sein de l'organisation. Donc ça aussi, c'est des initiatives qui sont importantes pour valoriser cette diversité et puis faire en sorte que nous, collaborateurs, on se sente bien au sein d'une organisation. Donc voilà, je pense que ce sont des leviers, en effet. Et après, nous, c'est chacun, on a une part à jouer dans l'inclusion et dans la diversité pour créer des environnements qui soient sains et qui soient bienveillants. En effet, c'est vrai que contribuer à la diversité, ça passe
par les organisations également. Et ça passe également par les associations comme le Sepsis. Et je crois que Maïs veut nous parler un petit peu aussi de Tech pour tous. Alors, on peut être fier là, ça y est, sur une énorme initiative d'État qui a été lancée officiellement mardi dernier. Cette initiative d'État s'appelle Tech pour toutes. Regardez sur Internet, regardez sur les réseaux. C'est Elisabeth Borne, quand elle était Première ministre, qui a tenu à lancer cette initiative vraiment d'ampleur et systémique qui consiste à accompagner, former 20 000 jeunes femmes, donc de mardi 4 novembre à 2030, donc 20 000 de Bac-3 à Bac+5. Donc suivez cette initiative pour vos filles, mais aussi pour vos entreprises, parce que les entreprises vont contribuer à cette initiative. Donc c'est un énorme consortium. On y a bossé pendant 2 ans. 2 ans, cette initiative, pour savoir comment de manière systémique on allait pouvoir déployer ce grand objectif. Donc nous sommes plusieurs membres dans ce consortium, donc évidemment des associations locales qui agissent dès l'école, des associations de grandes écoles, des associations d'universités et donc le monde économique comme Numéum. Donc vos entreprises à un moment donné vont être sollicitées pour qu'elles ouvrent leurs portes encore plus que ce qui est fait déjà là. Donc il faut s'y préparer parce que voilà, il n'y a pas de choix, mais il va falloir le faire. Accueillir évidemment les jeunes filles sur les postes, sur des stages liés au numérique, 3e, 2e, 1re, et puis évidemment pendant leurs études. Et en fait, le bénéfice il va être énorme parce que nous allons avoir en France en 2030 20 000 championnes, et je dis bien championnes, de nos métiers du numérique. Donc enfin, ça va avoir de l'impact, ça va pouvoir bouger les choses. Donc je vous rappelle, Tech pour toutes. Merci beaucoup, merci Marie-Sophie, merci Raphaël. On va bientôt passer aux questions, mais avant de passer aux questions, j'ai moi une question pour vous. Quels seraient les conseils que vous donneriez, vous, en tant que femme dans la cybersécurité, à quelqu'un qui veut faire une reconversion ou à une femme qui veut faire de la cybersécurité? Raphaël, je vous laisse la parole. Alors, je leur dirais de continuer à être curieux. Il y a plein de ressources qui sont disponibles en ligne, il y a plein de ressources disponibles, notamment si vous habitez à Paris, il y a le campus cyber. Donc d'être curieux et puis de ne pas hésiter, vraiment d'aller de l'avant. Ça je le dirais à des femmes, je le dirais à des hommes, je le dirais à toute personne qui est intéressée à entrer dans ce métier de la cyber. Il y a plein d'opportunités, comme on l'a dit, il y a plein de postes qui sont ouverts. Et voilà, il y a des belles carrières possibles de plein de façons différentes. Si vous êtes un profil qui est extrêmement technique, qui veut être technique, il y a des postes pour ça. Si vous êtes un profil qui veut vraiment faire plus de la gestion de risque, c'est des postes qui sont disponibles, la gouvernance. Donc il y a vraiment cette diversité-là de postes qui sont à votre portée. Et donc je vous dirais, foncez et formez-vous et postulez. Voilà. Merci Raphaël pour ce mot, Maïs. Alors, pour tous, si vous pensez que vous avez des qualités qu'on dit transférables, les qualités principales, tu vas peut-être compléter. Moi, j'ai identifié rigueur. Oui, rigueur, c'est pas mal. Oui. Analyse. Analyse, alors, oui, ça peut, oui, ça aide. Pédagogie, on n'y pense peut-être pas si souvent, mais pédagogie, c'est essentiel, c'est clé. Et puis vigilance, bien sûr. Vigilance. Et alors sur certains postes, il y a aussi, si vous êtes extrêmement dans le détail, des postes notamment de forensics, d'investigation en cyber. Voilà, c'est des façons de raisonner qui sont intéressantes. Ensuite, je recommanderais d'avoir quelques lectures. Alors, tout d'abord, au CEF6, vous avez 2 livres qui sont déjà parus. Oui, tout à fait. Où il y a des descriptifs hyper concrets de parcours, tant sur les soft skills de départ. Alors, des parcours, soit on va dire cyber by design, ou alors en reconversion. Donc, comme ça, c'est pas mal. Ça permet de se faire une idée. Il y a aussi un truc très simple à faire et gratuit
se tester un peu, c'est un MOOC. Je crois que c'est l'ANSSI qui a produit un MOOC. Donc ça, c'est tout ça. Je dirais d'aller sur le site de simplon.co pour aller voir notamment le programme en partenariat avec Microsoft, de se renseigner sur les programmes de mentorat et d'aller rencontrer le CEF6. Je pense que c'est une porte, alors quand on est une femme, mais franchement c'est ouvert aussi je crois aux hommes, tout simplement. Voilà, et en fait, pour avoir recruté beaucoup de personnes en reconversion, je dirais que la clé de succès, c'est le mentorat. Une fois que vous êtes bien embarqué dans une démarche, dans un parcours de reconversion, il faut être mentoré, parce que c'est quand même très difficile, c'est compliqué mentalement, mais si on est accompagné, c'est comme un sportif. S'il a un coach, évidemment, ça se passe beaucoup mieux. On ne peut pas rester tout seul dans son coin sur des parcours de reconversion. Parce que sur des parcours de formation de manière générale, mais encore plus de reconversion. Et des programmes de mentorat, il y en a beaucoup qui existent et qui sont hyper efficaces. Et intellectuellement et aussi en termes de rencontres, voilà, c'est des expériences assez formidables à vivre. Merci beaucoup, merci Raphaël, merci Maëlys. On a 3 petites minutes pour prendre vos questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Oui, bonjour, je m'appelle Désiré, je suis professionnel dans la technologie, dans les télécoms, réseau. Est-ce que vous avez l'équivalent d'une plateforme qui regroupe toutes les offres ciblées, comme ça existe par exemple aux États-Unis? Alors, le CEF6 a une plateforme sur laquelle on va pouvoir retrouver les offres qui sont disponibles dans la cybersécurité et des CV de femmes. Et ensuite, sur les plateformes traditionnelles, si vous êtes plutôt freelance, il va y avoir également pas mal aujourd'hui. Alors, ils ne sont pas particulièrement présents sur ce salon, mais ils sont très souvent présents sur le FIC, typiquement. Vous allez trouver des entreprises de mise en relation des freelances avec des entreprises qui permet aussi de se lancer en tant que freelance et c'est une très belle opportunité. Et ensuite, les voies classiques, très clairement, LinkedIn, il y a énormément d'offres, Indeed également. Et il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a quelque chose qui existe aujourd'hui, ce sont les critères de recrutement. Mais finalement, les critères de recrutement, c'est pas toujours 100% viable. Donc il ne faut pas hésiter, comme le disait tout à l'heure Maëlys et Raphaël. Il ne faut pas hésiter à se lancer. C'est pas parce qu'on vous demande 3 ans d'ancienneté que finalement il faut se dire j'ai pas 3 ans d'ancienneté, j'y vais pas. Non, il faut y aller, il faut se lancer, il faut se dire c'est pas grave, j'ai pas ces 3 ans d'ancienneté, mais voici les compétences que je suis capable de mettre sur la table et de proposer à mon futur employeur pour devenir cette personne demain qui aura ces 3 ans d'ancienneté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc il fait Nicoï, consultant Product Management. Vous pouvez parler un peu plus près du micro. Vous m'entendez là? Oui. C'est bon, ok. Donc il fait Nicoï, donc consultant en Project Management et PMO. Une des questions que je me pose par rapport à ce que vous disiez sur les reconversions, c'est est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que parfois, justement, les profils recherchés, je ne sais pas si vous avez déjà dû faire l'expérience en cherchant un profil en cybersécurité. Vous pouvez voir la liste de courses de compétences recherchées, des certifications, ce qui peut rendre la chose compliquée pour une personne qui pourrait par exemple avoir des compétences justement transférables, mais qui se dit bon, j'ai pas les 12 certifications qu'il demande alors que j'ai des compétences de PMO ou autres qui me permettraient de travailler dans la cybersécurité. Et c'est pas justement par rapport à ça qu'on se retrouve avec une situation où on a beaucoup de postes à pourvoir et pas assez de personnes qui postulent, justement parce qu'il y a ce blocage-là. Raphaël, vous voulez répondre peut-être? Je pense que c'est absolument vrai. Et d'où l'intérêt, en fait, quand on veut se faire une reconversion, d'essayer de faire un mouvement à l'interne d'une entreprise. Parce que là, je pense que ça offre quand même plus de passerelles que de se lancer complètement à blanc et de changer d'entreprise. Typiquement, pour ce qui est
le PMO, enfin chez Project Management, etc., je trouve qu'il y a des belles passerelles vers la sécurité en termes d'intégration de la sécurité dans les projets. Parce que là, c'est un type de poste qui requiert des bonnes compétences organisationnelles et de savoir justement gérer des projets, gérer des homologations, avoir son concept de livrable, d'être à jour au niveau des timelines, etc. Donc je trouve que d'un profil project management, passer en ISP, intégration de la sécurité dans les projets, ça fait du sens. Passer de project management à un poste de forensics, bon, c'est un peu plus compliqué, on s'entend. Mais faut... Et cette capacité exactement, à savoir s'exprimer, à savoir, c'est plutôt avoir ce sens de la pédagogie qui souvent les project managers l'ont plus, ce contact, cet aspect relationnel qui est extrêmement important quand finalement on fait partie d'une équipe et qu'on a à interagir avec des personnes différentes. Donc je pense passerelle, encore une fois, project management vers intégration de la sécurité dans les projets, ça fait, pour moi, ça fait complètement du sens. Après, encore une fois, essayer de se reconvertir au sein même d'une organisation, je pense que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus stratégique comme choix à faire que de se lancer à blanc, à postuler vers des organisations lambda que l'on ne connaît pas. Après, j'imagine que ça peut dépendre du type d'entreprise, parce qu'un consultant aurait du mal à... Ça peut dépendre du type d'entreprise, etc. Après, il faut aussi, je pense, faire un travail sur le CV à valoriser. Je pense qu'il y a des caractéristiques ou des compétences en project management qui peuvent s'exprimer ou se décliner d'un point de vue cyber. Donc après, il faut utiliser les bons éléments de langage pour valoriser son CV et passer à travers les scans des recrutements. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à tous d'être venus à cette table ronde et merci pour vos questions. Je suis navrée, le temps il est écoulé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et n'hésitez pas si vous souhaitez poser d'autres questions. Je serai au stand du CEF6 probablement avec